Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la place des comics au sein des médias. Et pour ce faire, j'accueille Arnaud Kikou de chez Comics Blog. Bonjour Arnaud, j'espère que tu vas bien, je te laisse te présenter. Yes, donc je dois me présenter. Déjà, merci de me recevoir pour ta vidéo. Donc, je m'appelle Arnaud. Je rédige sur Internet depuis 2013, je crois, sous le pseudonyme Arnaud Kikou. Et je suis journaliste, donc spécialisé en comics, en pop culture, en bande dessinée. Je parle aussi un peu de manga. Donc, je fais ce métier vraiment, je suis professionnalisé depuis 2017 maintenant. Je suis rédacteur en chef d'un site qui s'appelle comicsblog.fr et je rédige aussi un petit peu dans d'autres médias, notamment pour le magazine Geek. Je fais aussi un podcast du coup professionnalisé depuis septembre 2020 qui s'appelle First Print. Qu'est-ce que je fais encore d'autre? Je fais de la traduction. J'ai sorti là ma première BD s'appelle Big Girls, qui est donc chez 404 Comics. Je m'occupe aussi, je fais de la traduction pour Elsa Chartier qui vient de se lancer avec une chaîne assez qualitative. Voilà, je fais donc pas mal de choses comme ça, des travaux d'édito aussi. J'ai supervisé l'adaptation VF de la série animée Invincible aussi dans les travaux sur lesquels je peux communiquer officiellement enfin. Donc voilà, c'est un ensemble d'activités que j'exerce en freelance, puisque voilà, je travaille majoritairement surtout avec Bubble du coup, qui est le nouveau propriétaire du site comicsblog.fr, mais voilà, je fais aussi des choses à droite à gauche. Voilà, dans l'activité immédiate, j'ai aussi un chapitre d'un bouquin qui va sortir chez les Moutons Électriques, sur lequel je vais parler de comics. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'essentiel de mes activités n'a qu'une seule vocation, qu'un seul but, c'est simplement de faire vivre la culture comics en France, avec plein de méthodes différentes. Arnaud, tu es donc journaliste freelance et rédacteur en chef sur le site Comics Blog. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Comics Blog et ce que tu y fais précisément ? Alors Comics Blog, de façon très factuelle, c'est le premier site spécialisé comics en France, d'un point de vue trafic tout simplement. En fait, c'est le plus gros, donc il y en a plusieurs qui existent. C'est un site qui a vu le jour avec d'autres cadors qui sont toujours en activité, comme MDCU ou DC Planet. À l'époque, moi, j'étais rédacteur d'abord sur DC Planet d'ailleurs. Et donc, c'est un média d'information dans le sens où c'est réellement, ça a été on l'a fait valider par le ministère de la Culture, quoi. Donc c'est un service de presse en ligne, c'est l'appellation exacte. Et donc c'est un média qui a pour vocation de parler de l'actualité des comics et de leurs adaptations. Donc à la fois sur l'actualité VO, mais aussi sur l'actualité VF, parce qu'il y a plein de choses à dire sur effectivement aussi tout ce qui est cinéma, séries télé, jeux vidéo et j'en passe. Donc c'est vraiment l'idée, c'est en fait. Parce qu'il y a quelque chose avec le comics en France, c'est que beaucoup de médias qui vont parler, quand ils sont pas spécialisés, en fait, vont juste avoir un regard sur les films et les séries. Avec Comics Blog, tu as vraiment l'envie de parler de comics avec un point de vue de personnes qui lisent en fait la bande dessinée américaine, qui s'y intéressent, qui savent un petit peu d'où ça vient tout simplement, et qui ont envie de mettre en valeur surtout toute la diversité de ce qui existe dans la bande dessinée. C'est-à-dire que oui, il y a une partie de super-héros, on ne peut pas le nier, mais il y a aussi tout ce qui est indépendant. Et donc ça, c'est un ensemble de valeurs tout simplement qu'on a envie de transmettre avec Corentin du coup qui est le deuxième rédacteur sur le site, puisque oui, on n'est que 2 personnes, donc on n'est pas très nombreux. Alors qu'est-ce que j'y fais moi en tant que rédacteur en chef? Grosso modo, j'ai une mission principale qui est d'alimenter le site en articles, en contenu. Je dirais que ma mission principale au final, c'est de faire le tri surtout et de donner une ligne éditoriale en cohérence avec ce dont j'ai envie de parler et aussi avec Corentin. C'est-à-dire, je pense que la première activité que je fais, tu vois, quand je me lève, c'est de trier en fait. Parce que vu que c'est un média américain, c'est normal qu'il y ait une majorité du contenu de l'actualité qui vient en fait des États-Unis. C'est normal. C'est parce que c'est un média, c'est une bande dessinée qui prend ses origines là-bas. Et donc en fait, il faut savoir qu'il y a quand même une différence de traitement de l'information entre les médias américains et les médias français. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, parce que le but évidemment, c'est pas de simplement reprendre tout ce qui sort des États-Unis et vous le transmettre. Donc d'abord, il y a une première activité qui est vraiment du tri, savoir parmi tout ce qui sort, tout ce qui est annoncé, qu'est-ce qui est intéressant
à mon sens, qu'est-ce qui je sais qui va être intéressant pour notre lectorat, parce que je connais aussi un petit peu l'audience que j'ai, comment le traiter après. Puis il y a aussi même une partie d'Ostri qui est aussi sur qu'est-ce qui est de l'information bullshit, si tu veux. Le truc, c'est que, tu vois, en France, il y a énormément de médias et de sites qui vont parler de pop culture de façon générale. C'est d'autant plus vrai sur la partie film et séries. Donc autant sur le côté comique, j'ai pas trop de soucis à me faire. Je sais qu'est-ce qui intéresse mon lectorat. Je sais qu'est-ce qui va fonctionner, en tout cas qu'est-ce qui va marcher dans le sens que ça va attirer des gens. Donc l'activité de tri, elle est cool là-dessus, puisque grosso modo, tout ce que j'évacue, c'est surtout les articles de spoilers, les gens qui font des quantités. Tu sais, il y a un numéro qui sort et ils vont te faire un déroulé pour te révéler en fait ce qu'il y a dedans, ce qui est pas intéressant du tout, puisque je sais aussi que beaucoup des gens qui lisent Comics Blog en fait ont pas d'intérêt à vouloir se faire spoiler l'actualité VO. Par contre, sur tout ce qui est partie adaptation, le tri il est beaucoup plus conséquent à faire, puisque entre les news spoilers, surtout l'actualité clickbait en fait, je fais un énorme travail d'élagage sur énormément de médias qui reprennent soit des prétendus scoopers ou des choses vraiment pas fiables. Voilà la différence par rapport à d'autres monstres qui parlent de pop culture mais qui sont pas spécialisés, je sais pas, comme Melty, pour taper facile, tu vois. C'est que eux ont plein de rédacteurs donc ils peuvent absolument tout rapporter. Moi j'ai pas ça, je suis tout seul avec Corentin, et donc on mise vraiment en fait sur la qualité de l'information qu'on va avoir et sur la façon dont en fait on a envie que la pop culture soit traitée avec un certain respect, parce que c'est pas parce que c'est populaire, c'est pas parce que c'est des super-héros et c'est pas parce que c'est quelque chose de divertissant qu'on peut pas le traiter avec un minimum de sérieux et que ça devient pas une culture poubelle en fait. Moi, c'est vraiment un problème que j'ai un petit peu avec la façon dont c'est traité aujourd'hui. Et donc, j'essaye à mon échelle, avec les moyens que j'ai, qui sont ce qu'ils sont, simplement d'apporter sur Comic Blog en fait une information qui sera juste avec un minimum qualitatif que l'on s'impose. Comment devient-on rédacteur en chef d'un média spécialisé? Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours et pourquoi avoir choisi cette spécialité plutôt qu'une autre? Ouais, c'est vrai que le parcours il est particulier, hein. J'ai pas fait d'école de journalisme, je suis pas passé par un cursus tel quel. Moi à la base je suis scientifique, je suis docteur en biologie moléculaire et microbiologie. Donc j'ai fait une thèse sur le staphylocoque doré, mais après d'un point de vue plus personnel, moins professionnel, j'ai toujours été grand lecteur de bandes dessinées, de mangas, de comics. Je suis pas du tout de la génération qui par contre allait dans les kiosques. J'ai pas fait l'estrange, parce que de toute façon après je suis pas assez vieux non plus pour ça, donc je fais pas partie de cette génération là, mais même quand c'était encore publié en kiosque, hein, les sémiques et tout ça, j'ai pas connu. J'ai toujours lu par contre en bibliothèque notamment, j'allais beaucoup dans des médiathèques, je dévalisais les rayons, donc j'ai lu Walking Dead quand Delcourt a commencé à les ramener, je lisais du Sin City, je me rappelle que ça avait été une grosse lecture qui m'avait marqué, Watchmen, tout ça. Mais le déclic vraiment, je l'ai eu en fait quand je suis rentré quand j'étais en master de microbiologie. De mémoire, en fait, il y a eu un double événement. Je crois que c'était en 2011, il y a Batman Arkham City qui est sorti, que j'ai dosé de dingue. Et en fait, quand tu explorais le jeu, que tu regardais les bios des personnages, il y avait des références, en fait, des renvois à des numéros de comics qui étaient sortis. Je sais pas, que ce personnage était apparu dans Detective Comics 742, quelque chose comme ça. Et j'ai eu un déclic en me disant, ah oui, mais c'est vrai en fait, il y a les comics américains, ça sort au format mensuel et tout ça. Et en fait, simplement en faisant quelques recherches après, je me suis rendu compte que ça existait toujours, en fait, que c'était une industrie qui était toujours vivace, toujours vivante. En plus, 2011, c'était le relaunch des New 52, il y a eu l'arrivée du Urban et tout ça, donc il y a vraiment eu un ensemble qui te poussait clairement à rentrer dans le jeu. Et puis au même moment, grosso modo, pour mon anniversaire, j'ai un ami qui m'a offert simplement en fait The Killing Joke, que j'avais lu, hein, je me rappelle très bien quand ça s'appelait encore Sourier. Je me rappelais de cette édition, mais du coup je l'ai redécouvert, je l'ai relu, et puis là il y a eu le virus, grosso modo, et puis là je suis allé voir sur des sites revendeurs. Alors à l'époque je suis beaucoup passé par Amazon et je m'en excuse, mais voilà, j'ai trouvé un absolu DKR de 2000 heures, je l'ai pris, puis après je suis passé sur beaucoup de VO, et en plus le truc c'est que quand je faisais ma thèse après, vu que j'avais beaucoup lu,
quand même, si tu veux, grosso modo, on va pas parler de faire une thèse en sciences, mais grosso modo, c'est quand même un travail de longue haleine, c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Et moi, il me fallait clairement quelque chose pour m'évader, pour me sortir un petit peu de mes bactéries, de mes expériences. Donc, tout en continuant à lire et à découvrir, je suivais Comicsblog à l'époque, j'avais découvert DC Planet, qui m'avait mis le pied à l'étrier sur plein d'autres trucs que je connaissais pas, parce qu'au début, j'étais vraiment très très Batman. Après, j'ai fait Aquaman, Swamp Thing, Animal Man, vraiment, c'était les très bonnes séries des New 52 à l'époque, quoi. Et donc, il me fallait un petit peu un échappatoire. Et j'avais remarqué que DC Planet, sur pas mal d'articles, il y avait des fautes de français. Et donc, moi qui suis un petit peu grammaire nazi sur les bords, je leur ai envoyé une candidature spontanée en leur disant bon, bah, j'ai vu qu'il y avait des petits soucis là sur certains de vos articles, j'ai vu que vous recrutiez un correcteur, bah, moi je suis chaud parce que bah, je suis en thèse donc j'ai pas trop de temps à accorder à ça, mais en vrai je pense que je peux être dispo pour relire vos articles, ça me ferait plaisir. Du coup, vu que mon blast était déjà Arnaud Kiko à l'époque, bah, ils ont pris peur, je crois, parce qu'ils se sont dit merde, c'est quoi ce mec qui sort d'un forum 1825 de jeuxvideo.com. Donc ils m'ont dit non la première fois. Et puis 3-4 mois après, en fait, j'ai repostulé, puisqu'il y avait toujours ces petits problèmes. Et puis cette fois-ci, bah, on a discuté. C'est Laura, qui est rédactrice en chef actuellement, Harley Huntress, qui m'a fait passer un petit entretien. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe. Donc ensuite, bah, en fait, je corrigeais les articles, puis j'ai commencé à prendre part à la vie de l'équipe, à pouvoir rédiger aussi. Et en 2015, Julien, qui était le rédacteur en chef à l'époque, en fait, a step down, grosso modo. Et puis, bah, vu que j'étais le plus motivé, on va dire, et plus à même de pouvoir le faire à l'époque par rapport aux emplois du temps de chacun, bah, j'ai fait, bah les gars, si vous voulez, moi je peux reprendre le site. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est plus qu'un échappatoire, du coup, pour moi, c'est devenu une seconde occupation vraiment. J'accordais énormément de temps à DC Planet à l'époque, aux grandes dames de ma directrice de thèse et de mon encadrante, hein, d'ailleurs. Mais j'ai toujours voulu, en fait, que cette culture soit traitée avec sérieux. Et en fait, j'ai simplement appliqué toutes les compétences que j'avais acquises en thèse, c'est-à-dire bah, le fait d'aller... parce que quand tu fais de la recherche, il y a une partie de manip, expérimentation, mais aussi une partie de recherche, de bibliographie, donc tout ce que je savais faire, c'est-à-dire aller rechercher des infos, bien comprendre par rapport à l'anglais, puis réécrire ou synthétiser, tout ça en fait je l'ai appliqué en fait dans cette activité de rédaction. Et puis donc il s'est passé 2-3 années comme ça, de 2015 à 2017, où bah, voilà, je gérais une équipe de 12-13 bénévoles tout en faisant mes travaux scientifiques. Et après avoir soutenu en 2016, en fait, je voulais me réorienter déjà, puisque je voulais plus faire de la recherche au sens strict du terme, et donc mon idée c'était de faire de la communication scientifique ou du journalisme scientifique, puisque je me suis aperçu qu'au final, ce pourquoi j'étais bon, grosso modo, c'était de parler des choses que j'aime. C'est-à-dire que autant j'étais pas forcément, j'ai pas réussi à faire les plus grands travaux dans ma thèse. Par contre, ma rédaction de thèse, c'est le moment où je me suis éclaté. Voilà, c'était 250 pages de travaux et ça m'a vraiment, j'ai vraiment kiffé. Et en fait, c'est ce que j'aime faire. Donc, je voulais l'appliquer avec l'idée de soit être journaliste scientifique, soit de travailler à l'interface entre les laboratoires et le grand public, parce que vraiment voilà, c'était pouvoir communiquer là-dessus. Et en fait, ben, j'ai fait un deuxième master en communication scientifique, et en fait vers la fin de ce stage de M2, il y a Sylvain Roth, donc que tu as reçu dans ta première vidéo, qui était le rédacteur en chef de Comicsblog à l'époque, qui m'a contacté et qui m'a dit écoute, à la rentrée on va recruter. Est-ce que ça t'intéresse de rejoindre l'équipe? Et du coup, j'ai pas réfléchi très longtemps, et puis j'ai dit oui. Donc tu vois, j'ai pas choisi cette spécialité. En fait, je me suis spécialisé de là-dedans parce que c'est une culture et c'est un truc qui m'intéressait de ouf, hein. Plus j'en apprenais, que ce soit chez DC, chez Marvel, dans les indés, puis c'était vraiment quelque chose c'est un environnement qui est vivant, qui a plein de choses à apporter, qui est toujours en perpétuelle un petit peu réinvention. Alors il y a des cycles, il y a des choses qui se répètent et tout ça, il y a aucun, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment très vivant et qui pour lequel j'arrive toujours à me passionner vraiment sans aucune lassitude. Et voilà, c'est le fait, donc il y a eu un concours de circonstances clairement, mais aussi parce que pendant donc 2013, pendant 4 ans, j'ai bûché, j'ai beaucoup sacrifié de ma vie personnelle aussi. Et je suis pas sûr que tout le monde se rende compte le temps que ça prend, notamment quand tu fais ça en tant que bénévole. Et donc, je fais un big up à tous ceux qui sont encore sur DC Planet ou même sur MDCU ou Super Pouvoir, qui sont des sites qui sont gérés par des bénévoles qui font ça sur leur temps libre. C'est un investissement qui est quand même énorme. Mais voilà, et moi j'ai toujours, même malgré ce statut de bénévole et d'amateur, au sens où personne n'a été salarié,
j'ai toujours eu vraiment cette envie de vouloir faire ça de façon professionnelle, vraiment la plus qualitative possible. Et je pense, sans fausse modestie, que c'est ce qui m'a permis sûrement de me faire remarquer par Sullivan et qui lui a donné envie de me recruter. Donc ensuite, bah voilà, je suis parti à Nantes pendant quelques mois, puis il y a eu des micmacs d'équipe. Je suis arrivé sur Paris avec voilà, la rédaction du site en tête. Et puis, bah, ma foi, ça fait depuis 3 ans maintenant que ça dure, avec comment dire, un chemin un petit peu chaotique par moment, hein. C'est parce que Comicsblog a fermé l'été dernier pendant un mois, puisque la société qui le tenait a dû bah, plier par rapport à des soucis économiques plus la crise du Covid qui a vraiment rien aidé du tout. Mais maintenant c'est bien reparti, donc voilà, le but c'est de pouvoir continuer et d'essayer d'étendre ça au maximum. Donc voilà, ça c'est mon parcours, un peu long, un peu atypique clairement, mais qui montre que voilà, avec beaucoup de taf parfois et un petit peu de chance, on réussit à transformer une passion en un métier, donc c'est plutôt cool. Moi je suis content. J'ai conscience de la chance que j'ai aussi, quoi. Mais après je répète encore, j'ai beaucoup taffé pour y arriver. Quel est le process de rédaction d'un article lié à une sortie comics? Bah alors pour rédiger un article sur une sortie comics, c'est ça, il y a deux cas, donc il y a soit la VO soit la VF. L'important pour moi, c'est de surtout toujours avoir en fait quelque chose de retraçable. C'est-à-dire que quand on t'annonce une série, faut remettre en contexte, c'est-à-dire dans quel contexte de publication ça se fait, qui est l'équipe créative recrutée et qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant, et aussi les personnages, qu'est-ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'ils avaient une série avant, est-ce que c'est un relaunch, est-ce que c'est une mini-série en plus, et est-ce que ça se greffe dans un contexte plus général à une actualité autour d'adaptation, d'un anniversaire, d'un événementiel. Tu vois, il y a vraiment tous ces éléments de contexte qui sont à bien resituer, et une fois que tu as toutes ces infos bien placées, en fait, tu prends la source, tu regardes d'où ça vient. Est-ce que c'est un communiqué de presse de Marvel? Est-ce que c'est par exemple Bleeding Cool, donc notamment Rich Johnston, qui est assez connu dans le milieu, qui est assez fort pour tout ce qui est un petit peu leak, surprise? Est-ce que c'est un auteur qui laisse échapper l'info? Vraiment toujours regarder la source. De toute façon, ça c'est vraiment la base du métier, quel que soit le domaine. C'est quelle est ta source? Et ensuite, une fois que tu as ta source, tu prends vraiment l'essentiel des informations et puis tu adaptes ton texte, puisque le but, bien sûr, c'est pas juste de faire une traduction bête et méchante, ça n'a pas grand intérêt. Le public d'un site américain n'est pas le même qu'un public français. Par exemple, si c'est une nouvelle aventure d'un personnage qui a déjà été publié en VF aussi, c'est important, c'est un élément à rajouter en plus. Je sais pas, par exemple, récemment, tu vois, on annonce qu'il y a une nouvelle série Moon Knight qui est en préparation. Bon, tu peux rappeler qu'il y a plusieurs volumes qui sont disponibles en VF. Tu peux citer lesquels aussi, si tu veux appuyer un petit peu plus sur, par exemple, les runs de Warren Ellis et Jeff Lemire, qui restent à mon sens les meilleurs écrits sur le personnage. Donc voilà, c'est vraiment prendre l'information, la digérer, puis la recontextualiser en l'adaptant pour un public qui est différent. Et puis pour les annonces de comics VF, on va dire que c'est un petit peu plus simple, parce que généralement la source c'est simplement les éditeurs qui te laissent. Il y a moins cette pratique du leak en France, puis c'est moins intéressant, puisque de toute façon en général, même si ça leak, c'est des choses qui ont déjà été publiées en VO, donc il y a un petit peu moins cet aspect là. Encore que tu vois, maintenant avec Comics Blog, j'essaye aussi de donner une voix à la production qui se fait en France, mais qui a vraiment une essence pop culture, tu vois. Je pense notamment aux productions du label 619, évidemment, mais même à l'œuvre par exemple d'un auteur qui a sorti sa première BD récemment chez Dargo, qui s'appelle Yojimbot, Sylvain Repos, qui a vraiment une esthétique très animation, très comics, très pop culture. Donc voilà, mais il y a même, tu vois, les Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, il y a cet esprit western et cet esprit un peu, on donne un personnage de licence à un nouvel auteur. Ça a quelque chose aussi de très comics, de très comics d'auteur. Donc voilà, il y a pas mal de choses sur lesquelles maintenant on essaie un peu aussi de faire vivre ce qui se passe en France. Donc là, après, l'idée, c'est par exemple, quand j'ai pas d'exemple en tête là qui va me venir immédiatement, mais quand parfois tu discutes avec les éditeurs dans ce milieu, moi c'est ce que j'ai de la chance d'avoir dans ce milieu, c'est de pouvoir être un peu en discussion avec eux, et donc d'essayer un peu de savoir qu'est-ce qu'ils veulent publier et d'accompagner en fait, tu vois. Le truc c'est que dans cet aspect-là, tu vois, si tu veux scooper, on va dire, tu peux regarder les listings Amazon qui souvent te donnent les informations 3 mois à l'avance, avant que l'éditeur communique officiellement dessus. Ça le fait. D'ailleurs, c'est sur le forum Sanctuary où c'est des vrais mordus, les mecs, qui sont H24 sur le forum et ils placent tout, quoi. Il y a pas mal de gens qui utilisent ça.
pour moi, c'est pas intéressant parce que c'est pas forcément ma place. Puisque mon but c'est pas de griller l'information à des éditeurs, c'est d'accompagner en fait, il y a une temporalité en fait avec que tout le circuit du livre a, tu vois. Et moi mon but c'est que les gens s'intéressent à des comics, et à les découvrir, à les lire, donc ça me paraît plus pertinent et plus intéressant simplement d'accompagner les éditeurs, tu vois, et de se faire un relais. Alors parfois en étant critique ou pas, parfois en apportant plus d'informations, et parfois quand un éditeur va sortir un communiqué de presse, je vais aller les voir, leur dire bon, t'as dit que t'allais sortir ça, mais est-ce que tu peux me donner des informations sur le contenu, sur le prix, sur un format, sur quoi que ce soit, tu vois. L'idée c'est vraiment d'accompagner en fait pour que les personnes qui vont sur Comicsblog, que ce soit régulièrement ou de façon très ponctuelle en fait, à un instant donné quand elles y vont, en fait elles ont vraiment le maximum d'informations possibles sur ce qu'il est possible d'avoir, et surtout de faire vivre un petit peu le circuit de l'édition. Simplement. Donc c'est comme ça que grosso modo ça se fait. Dans la majorité des cas, les articles et les reviews sortent avant même que le comics soit mis en rayon en librairie. J'imagine donc que les maisons d'édition ou les éditeurs vous envoient des comics en amont. Ouais, bien sûr. Ça, il n'y a pas de surprise. C'est ce qu'on appelle le service presse, grosso modo. Donc le service presse, il faut savoir que c'est une pratique qui se fait avec tous les médias de presse, tout simplement, et que ce soit Comicsblog, et que moi je sais que à partir du moment où j'avais pu vraiment faire, alors je dis je, mais c'est pas moi qui l'ai fait aussi avant, parce que je voudrais pas minimiser le travail par exemple de Julien et Natko sur DC Planet avant, mais grosso modo, à partir du moment où de toute façon on avait réussi avec DC Planet à installer l'image d'un média sérieux, on recevait aussi certains services presse, alors que ce soit en physique par exemple, ou que ce soit en numérique tout simplement, quand il n'y a pas, parce que les éditeurs te rincent pas, de toute façon c'est pas le but, hein, tu sais, le but du service presse surtout c'est que, grosso modo, l'éditeur a besoin que ton média en parle. Et donc, c'est sûr que t'as un petit peu ce phénomène avec, on va dire, plus tout ce qui est influenceur, bookstagrammeur, youtubeur, machin, qui parfois fait plus ou moins polémique. Mais grosso modo, l'idée c'est que, voilà, un éditeur va envoyer un service presse, le but c'est que la personne ou le média en parle. Donc nous, c'est sûr qu'on a un gros média à notre échelle, bien entendu, parce qu'il y a forcément plus gros, mais on a un média spécialisé. Et donc, on n'a pas du tout le temps de rédiger sur tout ce qu'on reçoit. Donc c'est vrai que on reçoit des choses, certaines on va les chroniquer, certaines on n'aura pas le temps de les chroniquer, mais on va essayer de le placer dans un autre contexte, dans un autre article. Tu vois, il y a vraiment toutes sortes de façons, un petit peu simplement de parler de comics. Et puis l'important pour nous, c'est surtout de savoir juste, enfin, d'être au courant et d'avoir lu les choses en fait, tu vois, et de pouvoir comme ça assurer un suivi de l'actualité qui soit le plus sérieux possible et le plus qualitatif possible. Donc j'ai un peu perdu le fil de ta question sur oui, ça on reçoit, donc oui on reçoit comme toutes les rédactions de médias généralistes reçoivent aussi des services presse, et comme même maintenant ça fait depuis quelques années maintenant qu'il y a pas mal aussi d'envois simplement de bouquins voilà, à des individus plutôt qu'à des médias. Il y a eu un petit changement de paradigme maintenant avec l'installation vraiment des réseaux sociaux dans les sphères médiatiques, et quelque part c'est aussi. Moi j'ai toujours eu un petit problème avec ça, très honnêtement, parce que je suis un peu attaché à la place un peu du média, tu vois, un petit peu je veux dire des grands mots, mais au prestige du média, on va dire, tu vois, mais c'est important en fait qu'il y ait différents créneaux, en fait, plus de gens parleront de comics, plus ça permet de toucher des personnes et des publics différents. Si à la fin ça permet juste à ce que plus de bons comics surtout, parce que les mauvais c'est moins bien, mais plus de bons comics peuvent toucher un public, être lus, être découverts, être vendus, être empruntés, se prêter entre des potes, c'est l'essentiel en fait. L'idée vraiment c'est que on est quand même sur un marché de niche, et que donc voilà, il faut essayer de le faire vivre par tous les moyens possibles. Donc nous avec les critiques qu'on fait, on fait c'est aussi le tri dont je te parlais un petit peu avant, hein. C'est voilà, on essaie vraiment de mettre en avant ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des titres Marvel ou DC qui nous passionnent, tu vois, mais il y a tellement aussi de choses intéressantes dans l'indé que voilà, on va dire que sur les 10 titres Panini, on va en sélectionner un. Par contre, on va essayer de parler de tous les titres de Bliss ou de iComics ou de Delcourt, de Comics Initiative, de tous ces autres, de Glénat aussi quand ils faisaient encore des comics, mais maintenant c'est un petit peu moins le cas. Mais même parfois de certains éditeurs qui font venir du comics en France sans que tu reconnaisses que ce soit du comics. Je pense il y a des éditions, des maisons d'édition comme Dupuis qui a sorti le Carmen de Guillaume March, tu vois. C'est un peu passé sous le radar à la base, mais ça reste vraiment
un graphic novel d'un artiste alors qui certes vit en Espagne et qui maintenant en fait est exporté aux États-Unis après avoir été publié en France. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de mettre en avant des œuvres et des bouquins qui nous paraissent vraiment intéressants et à mettre en avant. Alors bien sûr, à côté, parce que je dis ça, parce que c'est un métier qui est plein de contradictions aussi, quand il y a Death Metal qui sort, on va devoir parler de Death Metal tu vois, quand il y a Empire qui sort, il faut aussi en parler parce que ça reste aussi des grosses actualités et qui intéressent beaucoup de monde, même si c'est pas forcément ce qu'on pense être le plus intéressant dans cette industrie, quoi. D'ailleurs, ça permet aussi d'avoir un petit peu un recul sur l'impact des critiques, qui reste quand même juste en fait un point de vue. Alors on espère je pense qu'on a prouvé, voilà, après les années passées, qu'on a une certaine légitimité à porter notre point de vue critique sur certains bouquins, mais c'est pas parce qu'on met un ennemi à Death Metal que Death Metal va pas se vendre par palette, parce que entre les attentes du public et les points de vue des critiques, il y a toujours tout un panel de paramètres à prendre en compte qui fait que voilà, c'est pas forcément les œuvres qui méritent plus qui vont forcément marcher. C'est pareil avec le cinéma et tout ça, hein. Moi je me suis fait défoncer parce que j'ai fait une critique en 2017 de Venom, qui est un de mes papiers les plus suivis de façon assez rigolote, quoi, alors que pour le coup parfois on me reproche d'être méchant sur certains trucs, et là sur le coup j'étais vraiment vénère sur ça là, quoi. Le film fait 850 millions de dollars, donc c'est à dire que les critiques et l'impact, vraiment c'est pas ce qu'on croit, tu vois. Il y a plein de fantasmes en fait dans ce milieu, c'est pour ça aussi que j'ai accepté ton invitation aussi, c'est pour essayer un petit peu simplement de montrer aussi que voilà, il y a plein de fantasmes dans cette univers qu'on a par rapport aux médias de façon générale et qui sont pas vrais, quoi, en fait. Par rapport à ces services presse, y a-t-il une véritable liberté d'expression au sein de la presse spécialisée, ou les maisons d'édition ont-elles une emprise sur vous grâce ou à cause de ces services presse ? Je peux comprendre ce positionnement. Après, je le trouve, ça fait partie des fantasmes en fait qui font un petit peu partie du milieu, puisque alors ça se voit peut-être, non, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont à moi que j'ai acheté aussi dans la bibliothèque derrière moi. Il y en a qui sont effectivement pas mal de services presse aussi, tu vois. Et en regardant pas mal des titres que j'aurais reçus, tu verrais bien que j'ai absolument pas eu le temps de parler de tous, en fait. Donc non, moi je te le dis honnêtement, je n'ai jamais reçu de pression ou de push, tu vois, de la part d'un éditeur pour que je parle d'une de leurs BD. Après, je connais le milieu, je connais les gens avec qui je travaille, et je sais aussi quels sont les titres sur lesquels certains auront plus d'attentes que d'autres. Et moi, je te dis, mon rôle, c'est aussi d'accompagner en fait des sorties. Alors, bien sûr, parfois, alors je sais pas, un exemple je sais pas, Wonder Woman Dead Earth par exemple, tu vois, c'est un exemple particulier. C'était pas une grosse attente pour Urban, mais par contre, pour moi, clairement, c'était un truc à mettre en avant. Donc là, je décide d'en parler sans que forcément l'éditeur me l'ait demandé. Par contre, c'est vrai que il y a une sortie Murder Falcon à l'époque, quand c'est sorti. Si Delcourt venait me voir en me disant ah ça, il y a ça qui arrive, c'est un truc qu'on aime bien et tout ça, et je leur dis ah bah ça tombe bien, moi ça me plaît aussi. Donc ouais, bien sûr, envoyez-le moi. Et celui-là, de toute façon, j'en parlerai. Mais quelque part, il y a des titres même en fait, tu vois, qui quand ils me plaisent de toute façon, j'ai envie d'en parler avant même que l'éditeur ne me contacte pour quoi que ce soit. Après, ce que je peux comprendre dans la question, c'est un peu ce fantasme du journaliste qui serait arrosé, je sais pas quoi. Ça reste des BD, hein. Je vais pas payer mon loyer avec ça. Ça va pas me permettre de faire mes courses et tout ça. Donc c'est sûr que c'est cool de pouvoir les recevoir. Quand c'est pas le cas, et soit parfois je vais être simplement me comporter comme un lecteur et aller aussi acheter les BD que j'ai envie de lire. Parfois, si c'est pas possible de les recevoir en physique, je demande la version numérique tout simplement. Et tu verras bien que dans ce cas-là, je continue de parler de la BD, même si je l'ai pas reçu en physique, ça m'empêche pas d'écrire, quoi. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un modèle économique derrière Comicsblog aussi, qui est sur l'affichage publicitaire. Et donc, les principaux annonceurs, ce sont effectivement des éditeurs de comics. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent se dire ah mais là vous avez une pub pour un tel bouquin, il y a une critique pour tel bouquin par exemple. Donc là je peux comprendre qu'on peut douter qu'il y ait eu des pressions ou je sais pas quoi. Après il faut savoir aussi que dans ma relation avec les éditeurs notamment sur ces campagnes et tout ça, généralement si c'est un titre sur lequel de toute façon moi j'avais l'intention de parler,
qu'il y ait une pub ou pas, en fait, moi j'allais écrire un article dessus. Donc, par exemple, là, exemple très récent, le décorum de Jonathan Hickman et, euh, et Michael Dustin. Alors, Urban faisait une opération un peu particulière puisque ils ont changé leur format et tout ça, ils ont fait un grand format un petit peu particulier. D'ailleurs, je crois que c'est là, voilà, ce grand bouquin là, tu vois. Voilà, donc c'est un joli truc. Ce bouquin là, sans le recevoir et sans pub ou je sais pas quoi, j'en aurais parlé parce que pour moi c'était un immanquable de l'indé et voilà, donc il y a pas forcément d'influence. À l'inverse, par exemple, on a eu une pub Empire, non on n'a pas eu, je me rappelle plus si on avait une pub pour Empire ou pas. Il me semble qu'on avait une pub pour le lancement du softcover Empire, mais Empire je trouve pas ça bon. Et j'avais pas le temps et donc j'ai pas fait forcément d'article sur Empire. On avait déjà dit que ça sortirait, on a accompagné la sortie, mais après faire un papier dessus particulièrement, c'était pas dans mes cordes quoi. Donc vraiment c'est plein de facteurs à prendre en compte entre ta disponibilité, essayer d'accompagner certains projets des éditeurs ou non, et voilà, mais tu regardes les reviews qu'on fait, tu vois, sur une review peut-être pour laquelle un éditeur aurait envoyé un SP ou aurait fait une pub, en fait, il y en aura 10 autres en fait sur lesquels il y a rien eu, donc en fait, moi j'aimerais bien toucher des sous pour chaque papier que je fais, mais c'est pas le cas. Et sinon, peut-être que j'arrêterai de faire ce boulot aussi, parce que faut aussi comprendre qu'on fait pas ce taf pour la thune, quoi. En tout cas, pas sur Comics Blog. As-tu déjà notamment refusé d'écrire un article sur un comics? Et si oui, pour quelle raison? Refuser, alors non, il y a jamais eu, voilà, à l'inverse, tu vois, on m'a jamais fait de pression dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire on m'a jamais supplié d'écrire un article sur un truc et j'ai jamais refusé quoi que ce soit. Par contre, il y a des choix, effectivement, et parfois, si j'estime que j'ai pas le temps ou simplement que j'ai pas envie d'en parler, je n'en parle pas. Exemple, certains des events Marvel, certains titres indés sur lesquels je trouve que c'est pas bon. Le truc, tu vois, c'est que comparé à d'autres médias spécialisés mais bénévoles où il y a 10 à 12 rédacteurs, moi je me rappelle très bien que quand j'étais sur DC Planet, voilà, j'avais 10 rédacteurs avec moi, rédacteurs et rédactrices d'ailleurs. On pouvait limite se permettre de parler d'absolument tout ce qui sortait chez Urban en termes de DC Comics et de Vertigo, puisque on était 15, donc il y avait le temps. Avec Corentin, on n'est que 2. Et en plus, Corentin n'est même pas à temps complet. Donc, et en plus, nous, on ne doit pas parler que de DC, mais de Marvel et de tout l'indé et de toutes les autres choses. Donc effectivement, est-ce qu'on passe du temps pour écrire des choses sur un titre qu'on a de toute façon pas aimé, qu'on n'a pas envie d'inciter à lire, ou est-ce qu'on le consacre plutôt pour mettre en avant les choses qui nous ont plu et qu'on a envie de soutenir? Ça, c'est aussi l'équilibre avec, est-ce que c'est des titres qui sont importants et duquel on peut pas passer à côté parce qu'il faut en parler ou pas. L'exemple parfait pour moi récent, c'est Death Metal, tu vois. Death Metal, j'ai quand même fait un papier sur le premier tome parce que voilà, ça arrive en France et que c'est un événement important. Bon, j'ai écrit mon papier pour dire quand même, franchement, personnellement, je trouve que c'est nul. Et je ferai pas de papier sur les tomes 2, 3 et 4 parce que ce serait répétitif, tu vois. Là, il y a Justice League Endless Winter qui arrive. Je l'ai lu en VO, je sais que c'est pas où, je vais le relire en VF. Je suis vraiment pas certain d'avoir envie de vouloir refaire un papier pour dire que j'ai pas aimé. Je préfère pas. Le truc, c'est que vraiment, si les journées faisaient 48 heures, je pense qu'il y aurait pas de problème, je parlerai de tout. Là, par contre, je ne l'ai pas. Et donc, je préfère quand même passer du temps sur des choses qui me tiennent plus à cœur et sur lesquelles j'ai envie de dire de bonnes choses. Et ouais, voilà, c'est donc franchement, je pense que j'aurais même pas la prétention de dire ouais que j'ai le pouvoir de refuser quoi que ce soit. C'est juste que voilà, il y a des bouquins qui sont sortis. J'ai décidé que j'avais pas envie qu'on en parle avec Corentin et puis c'est tout. Et c'est pas, il y a pas de posture quoi. Œuvrer pour la communication, l'information est-il toujours facile ou est-ce que ça peut paraître parfois angoissant? Ah ouais, l'angoissant. L'angoisse principale, en fait, quand tu es sur un média d'actualité qui repose sur une composante actualité aussi importante que la nôtre, donc la news, parce qu'effectivement on fait des critiques, j'essaie de faire des éditos, des longs formats de temps à autre, j'ai bien conscience qu'on fait plus trop de dossiers parce qu'on a plus trop le temps et que pour moi le format de dossier se prête plus maintenant. C'était bien quand les sites s'étaient lancés il y a 10 ans, mais en 10 ans internet a quand même pas mal changé dans ta façon de t'informer et tout ça.
mais il y a clairement quelque chose qui est antagonisant, et ce d'autant plus quand tu es quasiment seul. C'est ce qu'on appelle le fear of missing out. Vraiment, donc la peur de louper quelque chose, parce que forcément, ce qui fait aussi la force des comics blog et ce qui en fait un média de référence, en fait, c'est la réactivité. En fait, c'est le fait que quand un truc tombe, généralement, on est là pour le relayer de façon assez rapide et sans bâcler le travail, parce que heureusement, vu qu'on fait ça, ce travail depuis 3 ans, on a quand même généralement, je sais que moi j'ai quand même un bon suivi de tous les éléments contextuels à mettre en tête, mais bien sûr, quand tu es tout seul ou à deux, ou à un et demi, on va dire, l'actualité ça arrête pas de tourner quand toi t'as décidé d'arrêter tes horaires, quoi. C'est-à-dire que les choses qui tombent le soir ou le week-end, il faut être là pour les relayer aussi, parce que sinon bien sûr on tombe sous le feu et beaucoup s'amusent avec ça, et c'est pas grave. Mais voilà, à vouloir critiquer sur le fait que t'as pas été plus réactif que ça et tout ça, ou à vouloir dire que voilà, on a la tagline de sites comics de référence alors qu'il faudra absolument être tout le temps dans les carreaux. Et pour ça, un rappel simple, je suis un être humain, j'ai besoin de dormir, j'ai une vie, j'ai aussi un cycle de vie, donc c'est vrai que moi je suis passé pas très loin du burn-out. Je sais que Monsieur Rouault à son époque est aussi passé soit très proche, soit même est rentré en burn-out, parce que voilà, si t'es de 8h à 23h tous les jours en semaine, plus le week-end, à un moment où tu deviens complètement aliéné à juste attendre qu'il se passe quelque chose, ou en fait avoir peur qu'il se passe quelque chose et que tu le loupes. Tu pourras même poser des questions, on pourrait faire une interview juste avec Corentin pour ça. Tu demandes à Corentin comment est-ce que tu gères le FOMO de Arnaud, et il aura sûrement des super anecdotes sur les prises de tête ou les petites crises qu'on a pu avoir, parce que un tel n'était pas disponible à un tel moment et qu'il fallait réagir et tout ça, ou alors qu'il essaie de me dire genre c'est pas grave, au pire va dormir, il est 23h, les gens dorment, donc tu pourras faire ton article demain matin, et en fait c'est pas grave. Et ça a été vraiment aussi une mécanique à apprendre, parce que quelque part je sais que je l'ai eu aussi quand j'étais sur DC Planet, où grosso modo Comics Blog c'était un peu la méga concurrence, c'était le site, pas le site à abattre non plus, parce que je suis pas comme ça, mais voilà, il y avait clairement un jeu de la réactivité auquel j'ai participé, où le but c'était vraiment d'essayer d'être le premier. Et après, c'est très difficile de se détacher de certaines habitudes de rédaction ou de veille que tu as mises en place. Moi, c'est vrai que je suis en veille vraiment, sans mentir, je suis en veille H24, 7 jours sur 7, quoi. La dernière fois que j'ai vraiment pris un temps complet à côté, c'était quand je suis parti en Martinique à l'été 2019, quand on pouvait voyager. C'était une autre époque. Mais même là, quand je rentrais parfois le soir, j'allais quand même checker pour voir s'il y avait quelque chose qui était tombé, et je rédigeais depuis la Martinique, quoi, avec le décalage et tout ça. Et Corentin m'engueulait en disant arrête mec, t'es en vacances, donc arrête tes conneries, tu vois. Donc voilà, c'est très difficile de se détacher de ses habitudes, et donc c'est encore une fois, c'est surtout se rendre compte que c'est beaucoup de sacrifices en fait que tu fais sur ta vie privée, en fait, et que même tu trouves pas le temps du coup de faire des choses qui t'intéresseraient peut-être plus, en l'occurrence pouvoir faire plus de longs papiers, je vais même faire plus de critiques, parce que l'actualité s'arrêtera jamais de tourner, et que tant qu'on est c'est peut-être la limite de notre site, c'est qu'on est que deux, qu'on n'a pas les moyens en tant que média avec des salariés, en tout cas avec des personnes qui sont payées. Pour l'instant, on n'a toujours pas les moyens d'avoir plus de personnes là, et donc on a une énorme pression en fait sur l'actualité Comics VO, Comics VF, adaptation, tout le reste, quoi, et tout ce qu'on a envie de faire à côté. Ça fait une pression assez énorme, quoi. Donc ouais, il y a des séquelles mentales, quoi. Donc moi j'essaye maintenant depuis 1 an et quelques d'améliorer certains points. Je travaille beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que tu vois, là on enregistre cette vidéo, tu peux être sûr que à la fin de l'interview, je vais devoir aller checker, parce qu'on est on est en plein après-midi, machin, je vais devoir aller vérifier si quelque chose est tombé, s'il y a quelque chose à traiter et tout ça, et donc voilà, ça fait pas mal de prises de tête avec ma famille, mes amis, ma copine aussi, voilà, c'est pas évident. Voilà, donc enfin je dis tout ça, je veux pas donner l'impression de me plaindre ou quoi que ce soit, parce que ça reste ce qu'on appelle un métier passion, tu vois, je suis bien conscient que sûrement pas mal de gens aimeraient être à ma place, ou peut-être pas d'ailleurs, mais que voilà, que c'est quand même un métier très très chouette, je suis vraiment très heureux de pouvoir le faire, et notamment avec tout ce que j'ai pu accomplir avec ça. Mais, et ça je l'ai appris aussi, tu vois, quand j'étais en thèse, parce que j'étais passionné d'ailleurs je suis toujours, mais j'étais passionné de microbio, de sciences et tout ça. Un métier passion, ça reste un métier.
et il n'y a rien en fait qui justifie que ton métier forcément devienne ta vie à 100%, quoi. Tu vois, ça doit rester aussi un travail, donc faut faire des et tu peux pas te maintenir à un niveau ou rester bon ou devenir meilleur si t'es toujours la tête dans le guidon. Tu vois, il te faut des temps de pause, il faut te reposer, il faut que tu ailles découvrir d'autres trucs et tout. Justement, tu peux pas être que comics, faut aller regarder qu'est-ce qui se passe en franco-belge, dans le manga, dans l'art séquentiel de façon générale avec les webtoons et tout ça. Tu vois, faut vraiment aussi regarder ailleurs. Et donc ça c'est peut-être quelque chose que tout le monde n'a pas forcément conscience, mais que malgré tout ça reste un métier et donc ça demande des efforts, de l'énergie, du temps et tout ça, et que voilà, c'est pas je suis pas les doigts de pied en éventail en faisant you loulou je fais déjà un petit truc, c'est super simple et tout ça, quoi. Pour réussir à avoir entre 800 000 et 1 million de pages vues par mois, ça se fait parce qu'il y a un taf derrière, tu vois, ça se fait pas tout seul, c'est pas un claquement de doigts. Quels sont aujourd'hui les enjeux, l'importance et les difficultés d'avoir un média spécialisé comics? On va commencer par l'importance. Ça, c'est quelque chose que j'avais toujours en tête, même quand je n'étais pas comics blog. Donc quand je rédigeais pour la concurrence, la distinguée concurrence, j'avais toujours conscience que c'est important d'avoir des personnes qui soient professionnalisées dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que vraiment le constat c'est que les médias grand public s'intéressent bien sûr un peu à la culture comics, mais pas des masses non plus. Ça change un petit peu avec certains journalistes, je trouve, dans certains grands médias. Vincent Brunner, Jérôme Lachasse, Valentin Paco qui font beaucoup de bien, je trouve. Et après, voilà, il y a Actua BD, il y a Bodoy et tout ça. Il y a déjà des gens qui font du travail, mais de façon générale, sur le comics quand même, je trouve que c'est beaucoup trop mis de côté en fait l'aspect bande dessinée, et donc ça m'a toujours été vraiment très important qu'il y ait des gens qui soient professionnalisés pour parler de la BD à la base, qui est vraiment l'angle du lecteur de comics. Dans les sphères culturelles, et surtout d'avoir des personnes professionnelles, parce que sinon c'est-à-dire que on en arrive à la situation qui était celle qu'elle était à un certain moment, c'était que tous les sites spécialisés n'étaient que des sites tenus par des bénévoles. Et j'ai rien du tout contre cet aspect-là, j'en ai fait pendant 4 ans, donc je sais de quoi je parle, et c'est de là que je viens, et donc c'est très chouette. Mais pour moi, c'est important qu'il y ait quand même un média professionnel qui puisse être reconnu de façon juste pour dire que c'est pas une culture qui est faite que par des gens qui font ça sur leur temps libre, en fait, tu vois. Et il faudrait plus, hein. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres médias professionnalisés. Quelque part, je suis conscient que ça m'arrange bien d'avoir cette position, puisque je suis le gros poisson dans une petite mare, quelque part, tu vois. J'en ai conscience aussi, hein. J'ai pas la folie des grandeurs là-dessus. Mais voilà, quand tu regardes maintenant MDCU, Super Pouvoir, DC Planet, Sanctuary, tout ça, c'est des gens qui font ça sur leur temps libre. Et il y a quelque chose qui est important avec le temps libre, c'est que le temps libre, à un moment dans ta vie, va disparaître. C'est sûr. Alors peut-être pas, mais grosso modo, moi c'est ce que j'ai appris avec DC Planet, parce que j'avais fait pas mal de vagues de recrutement et tout ça. Les gens évoluent, ont un travail, changent de boulot, rencontrent quelqu'un, ou décident de complètement changer. Donc quand c'est du temps libre, en fait, à un moment, c'est pas une denrée qui est inépuisable. Donc il y a le jour là, si demain tous les gens qui sont sur ce site bénévole vont tous changer de vie et tout ça, il n'y a plus rien. Alors que quand tu as quelque chose où c'est un travail, le travail, c'est quelque chose pour lequel tu es payé pour faire ça. Et donc quelque part, tant que tu as ton contrat, ça reste, tu vois, il y a quelque chose d'un peu plus on va dire pérenne. Et voilà, donc l'important d'avoir un média professionnel, c'est de pouvoir continuer à parler de comics de façon plutôt pérenne, en fait, et surtout de voir cet angle. Et justement, les difficultés, c'est que c'est un marché de niche, c'est un petit secteur, et même si les films et les séries brassent des millions de vues et des millions de dollars et tout ça, et des millions d'euros, même en France, la BD, c'est un petit secteur, et donc il n'y a pas beaucoup d'argent. Et il n'y a pas beaucoup d'argent, notamment pour payer des gens. C'était difficile avant, ça l'est toujours aujourd'hui, quoi. C'est pas quelque chose qui est le plus stable possible, je dirais, honnêtement. Donc moi je suis content parce que je suis toujours sous contrat jusqu'à la fin de l'année, donc je sais qu'au moins je peux continuer à faire ce boulot jusqu'à la fin de l'année. Et les plans avec Bubble, avec qui je m'entends très bien, c'est de continuer bien sûr après, quoi, puisqu'ils ont conscience de l'importance d'un site comme ça dans le paysage médiatique. Mais vraiment, c'est assez fragile, en fait. Et quelque part, si Bubble n'avait pas racheté Comics Blog l'été dernier, on serait revenu en fait au point de départ d'il y a 10 ans. C'est-à-dire avec que des sites non professionnalisés qui puissent être spécialisés. Quelque part, même au niveau de la presse, tu vois, il y avait un journal qui s'appelle Comic Box,
tenu par Xavier Fournier, qui avait été créé par avec Fabrice Sapolsky et Lise Beckenmuth, qui n'existe plus, tu vois, et qui est aussi, qui est aussi une autre preuve que ça reste une culture qui est fragile pour avoir en tout cas des gens qui soient payés. Donc, bien sûr, moi, mon but c'est de pouvoir continuer à faire ce travail jusqu'à toute ma vie, mais après, je vais pas rester sur Comics Blog pendant 15 ans, tu vois. Il y a un moment où j'aurais sûrement envie de faire autre chose, parce que je t'ai dit juste avant, c'est un métier qui est usant, vraiment, qui est quand même assez prenant. Donc, il faudra bien qu'il y ait des gens après moi, et bah, j'espère qu'il y aura des sous pour pouvoir assurer la relève quelque part. Hein. Que penses-tu du traitement des comics au sein des médias et au sein de la presse spécialisée? Bah, la presse spécialisée, comme dit, moi je trouve que les autres personnes qui font ça du coup vraiment en termes d'organes spécialisés, donc surtout sur internet, hein, puisque la presse papier, bah, il y en a plus vraiment. Alors voilà, il y a les cahiers de la BD, il y a certains journaux qui parlent de comics sur le papier. Même Geek Magazine, quelque part, moi j'ai pu faire des articles justement et apporter un petit peu de ce côté comics dans cette revue. J'ai rien de particulier à... Alors moi j'ai plein de reproches à faire parce que je suis très chiant, je suis très exigeant et l'exigence que j'ai eue avec ma tête, tout ça, c'est quelque chose que je veux vraiment appliquer. Donc si tu veux, il y a plein de choses que je pourrais dire à telle ou telle personne, mais c'est pas le but parce qu'il y a certainement aussi plein de reproches à me faire sur voilà, je suis pas du tout, je suis pas parfait, donc et notre travail. On essaie de le faire au mieux possible, mais je suis bien conscient qu'il y aura sûrement pas mal de choses à redire, quelle que soit votre façon d'apprécier. Un tel dira que on fait pas assez de critiques ou de dossiers, l'autre dira qu'on se focalise quand même trop sur les comics mainstream et pas assez sur l'indé, et je l'entends, bien entendu. Hein, voilà. On discute toujours avec notre lectorat, et voilà. D'autres diront qu'on est trop à gauche aussi, par exemple. On nous l'a fait pas mal de fois. Mais voilà, donc j'ai des reproches à faire, mais je pointerai pas de doigts parce que ce que je disais avant, c'est que c'est important pour moi qu'il y ait un maximum de points de vue en fait qui réussissent à se faire entendre et que ce soit à n'importe quelle échelle. Donc par rapport, enfin je prends quand même nos concurrents directs, même si j'estime qu'on n'a pas forcément les mêmes impératifs puisqu'on n'est pas dans le même en fait à la même échelle dans le sens où, et c'est aussi quelque chose que j'avais aussi de mon expérience, c'est qu'il y a des impératifs forcément avec Comic Book, c'est que, je l'ai dit avant, d'ailleurs je sais pas si tu l'avais prévu, du coup je vais faire une parenthèse sur le modèle économique. Donc c'est un modèle publicitaire, donc d'un affichage publicitaire, mais il faut avoir bien conscience que c'est pas du coup par mille comme beaucoup d'autres sites en fait, c'est-à-dire que c'est pas l'affichage reste pas simplement pour on va dire par exemple 1000 vues et après on change, tu vois, c'est une location qu'on fait à la semaine, c'est-à-dire qu'en fait que sur le mois mon but bah, forcément c'est d'avoir les 4 semaines de rempli, mais c'est pas dépendant en fait du trafic, c'est-à-dire que je fasse 50 000 vues sur une semaine ou 300 000, le prix ne change pas et techniquement mon salaire aussi il bouge pas en fait, il est pas du tout dépendant du trafic. Donc ça me permet d'avoir une certaine liberté notamment, c'est pour ça que quand tu vas sur Comicsblog, tu verras effectivement une actualité sur le dernier trailer de Marvel Studios, mais à côté tu auras le programme éditorial d'un éditeur indépendant français, et puis une news sur un truc obscur qui va sortir chez Dark Horse, donc personne va en avoir à foutre, mais parce que c'est important pour nous avec Corentin d'en parler. Donc ça c'est une liberté vraiment que j'ai qui permet vraiment de donner un peu cet ensemble à Comicsblog. Après j'ai aussi conscience que pour que nos annonceurs prennent des pubs, il faut aussi leur dire quand même vos pubs elles seront vues par un certain nombre de gens, et donc il faut aussi que voilà, je peux pas squeezer justement ces trailers de grosses productions parce que je sais qu'elles vont apporter un trafic, et je peux pas squeezer aussi quand Urban annonce le nouveau méga truc Batman, parce que aussi ça va attirer des gens. Donc là pareil, t'as vraiment un équilibre pour savoir comment être assez attractif en tant que média pour tes annonceurs, parce que tant qu'on est gratuit et qu'on n'a pas d'abonnement, on dépend de ça. Ça j'ai voilà, comme beaucoup d'autres médias web, mais par contre on a quand même assez encore de l'est à faire. Ce que j'avais en revanche quand j'étais à DC Planet, tu vois, moi j'avais conscience que Comicsblog avait ses impératifs, alors que nous on n'en avait aucun, puisque pour le coup on était tous bénévoles, et donc on pouvait faire absolument ce qu'on voulait, on faisait des chroniques sur lesquelles on passait beaucoup trop de temps et qui n'étaient pas lues, mais on s'en foutait, on avait complètement cette liberté, et donc c'est ce qu'ont encore ces autres médias spécialisés, c'est qu'ils ont une certaine liberté qui peut-être parfois n'est pas forcément exploitée
au maximum de leur potentiel. Après, tu vois, il y a plein de sites comme Comics Office, Top Comics, voilà, qui font des tops ou des chroniques et tout ça. Donc vraiment, il y a un ensemble, hein. Il y a aussi Bruce Lee, j'aime bien ce blog qui carbure depuis des années aussi et qui font des articles de fond tous les jours, un article de fond tous les jours, grosso modo. Clairement, un truc que j'aimerais pouvoir faire, hein, aussi, tu vois. Moi, il y a plein de choses que je peux pas faire et que j'envie à d'autres. Mais voilà, donc je pense que c'est un écosystème qui vit pas trop mal, en fait. Surtout qu'avec l'émergence des chaînes YouTube, des podcasts, d'Instagram et tout ça, il y a pas mal d'autres façons de parler de comics. Donc je pense que dans l'ensemble, la presse, vraiment avec tout ce que ça englobe spécialisé, se porte plutôt bien, je crois, mais elle se porte plutôt bien parce qu'elle est quand même majoritairement bénévole. Si les gens devaient être rémunérés pour ce qu'ils faisaient, elle se porterait par contre très très mal. Et ça, je pense qu'il faut en avoir conscience que voilà, tous ces gens qui font plein de contenu et qui rédigent et tout ça, le font gratos et ne touchent rien ou quasiment rien dessus, ça a un vrai coût humain quand même, quoi. Et après, dans les sphères un peu plus grand public, on parle un petit peu de comics de temps en temps, souvent pour une polémique à la con, le truc de... par exemple, la polémique sur Immortal Hulk avec Joe Bennett qui avait mis une étoile de David sur une bijouterie. C'est passé dans, je crois que c'était BFM ou CNews, non, c'était sur CNews, justement, où d'un coup ils se mettaient à parler de comics là pour quelques grands coups d'éclat, mais en temps général, ils ont pas le time, quoi, parce que c'est pas ça les intéresse pas plus que ça, ils ont pas le temps, donc dans les médias grand public, c'est compliqué quand même de faire vivre cette culture comics. Il y a quelques exemples, hein, qui montrent que c'est fait, mais c'est clairement pas assez. Parce que ça reste une culture de niche aussi, sûrement. Qu'est-ce que c'est pour toi une information de qualité, triée sur le volet et accessible ? Accessible, c'est bien rédigé, c'est-à-dire qu'on te replace le contexte, c'est-à-dire qu'on t'explique bien qu'on te donne tous les éléments pour que tu puisses... L'important pour un article, il y a deux choses qui sont importantes pour moi dans un article, c'est d'une part que le titre te donne tout ce que tu as déjà à savoir, grosso modo. Donc c'est pour éviter justement de faire ce qu'on appelle le clickbait, le clickbaiting. Moi j'essaie vraiment d'être toujours le plus direct, premier degré dans les titres. Alors parfois on se permet une petite blague sur certains trucs et tout, puisque sinon on s'ennuierait un petit peu quand même. Il y a un angle, hein, il y a un angle éditorial que l'on donne à Comics Blog et ça transparaît parfois aussi dans nos titres, plus dans nos accroches sur les réseaux sociaux, mais aussi un petit peu dans les titres. Par exemple, je sais plus si on disait un truc, j'aime bien taper sur Venom, tu vois, parce que vraiment je nie ce projet, quoi, mais quand Venom 2 a été décalé, on était ironique dans le titre en disant Venom est encore décalé, oh zut, quelle catastrophe, tu vois, c'est ce genre de truc, tu vois, on se permet un petit peu ça. Mais sinon, grosso modo, vraiment l'idée c'est que, sauf quand ça spoil, on donne l'information directe dans le titre avec les impératifs de longueur, puisque pour le référencement et tout ça, il faut aussi avoir un petit peu conscience que des titres trop longs sont moins bien référencés. Donc ça... Et donc la deuxième chose ensuite, c'est que le texte de l'article te permet de comprendre vraiment tout sans que tu aies besoin forcément d'aller chercher de l'information ailleurs. Donc ça, pour moi, c'est ça le bon article. Après, bien entendu, il y a un parcours de lecteur aussi à avoir, et c'est pour ça que moi, dans tous les textes que je rédige, dès qu'on a parlé déjà du sujet, que c'est dans la prolongation d'une histoire en fait, et tu renvoies, tu fais des rétro-liens pour que vraiment la personne, au pire, elle découvre un truc, et si elle se dit merde, j'ai envie d'en savoir plus, paf, t'as des rétro-liens, t'en as 2 ou 3 par article, et en cliquant sur ces 3 rétro-liens, la personne va pouvoir comprendre à la limite les détails qu'il y a encore plus à comprendre, et que j'ai pas forcément le temps de tout rédiger à chaque fois, parce que sinon je passerais 3 heures par article, et il n'y a pas le temps, et ce serait redondant. Et puis sur la question du tri, tout simplement, c'est qu'il faut que ça vienne d'une information un minimum fiable. Donc encore, tu vois, quand t'es pas trop sûr, et je le fais surtout parce que en fait vraiment c'est quand Rich Johnston fait des choses. D'ailleurs je répète pas tout de ce qu'il raconte, parce que parfois il y a des choses vraiment sur lesquelles je préfère être méfiant et que j'ai pas forcément envie de relayer. Mais quand je le relaye, parfois il faudra mettre le conditionnel ou préciser selon, tu vois. Le fait de préciser dès le titre que selon un média qui est quand même un petit peu déjà bien implanté dans le milieu, une information sera à prendre au conditionnel, ça permet quand même d'avertir tout de suite que c'est quelque chose dont on n'est pas forcément sûr. Mais après, quand j'écris quelque chose au présent, par contre, c'est que pour moi la source est vérifiée et correcte, c'est-à-dire que si c'est des éditeurs, c'est parce que ça vient des artistes, des auteurs, des créatifs ou simplement de l'éditeur en lui-même. Et sinon, quand c'est dans les adaptations, c'est parce que ça vient de médias hollywoodiens qui sont implantés dans le milieu, le Hollywood Reporter, Deadline et tout ça.
c'est quand même des gens qui sont là depuis des décennies, qui font correctement leur travail. En revanche, moi, c'est vrai que mon cheval de bataille depuis quelques années, c'est de plus rapporter du coup tous ces sites qui est vraiment très très nuls, vraiment tenus par des mauvaises personnes qui, je pense, vraiment eux sont attirés par le clic. Les Geeks Worldwide, We Got Discovered, Daniel RPK, tout ça, tous ces gens qui vraiment jouent à la fois avec les attentes d'un public qui aime bien un petit peu rêver, ce que je peux comprendre, mais qui font ça vraiment de façon, ils ont complètement perverti ce jeu et ça donne vraiment cet aspect vraiment poubelle à la pop culture que je trouve vraiment détestable en fait, parce que bah ce que je disais en début, c'est pas parce que c'est des super-héros ou des comics indés ou je sais pas quoi qu'il n'y a pas un peu de sérieux à avoir là-dedans et qu'on peut tout se permettre. Et je pense que les gens méritent une information de qualité. Et donc, ben, avec ce tri-là, c'est ce que j'espère pouvoir faire, quoi. Et je le dis aussi, je me permets de le dire, parce qu'on pourrait dire, ah, t'es vachement prétentieux et tout ça. Je me permets de le dire parce que pendant des années, au début, j'ai relayé ces personnes-là, les Geeks Worldwide, les Omega Underground et tout ça, donc j'ai un vécu aussi. Seulement, c'est que à force, au bout de quelques mois, à force de publier des trucs sur eux qui se vérifiaient jamais, qui parfois étaient contredits assez rapidement et tout, il y a un suivi factuel et chiffré sur le fait que c'est des gens dont en fait 95% des articles ne sont jamais vérifiables. Et en fait, ils légitiment leur démarche sur les 5% où ils auront juste. Et effectivement, bah, quand tu es face à un étang et que tu envoies 15 000 cannes à pêche dans tous les sens, il y en a une qui va mordre. Ça, c'est sûr. Alors, par contre, est-ce que ça justifie d'avoir 14 999 cannes à pêche de tirer? Moi, j'estime que non. Et donc, c'est pour ça que, même sur certains cas où je sens que certaines personnes sont peut-être mieux informées sur un sujet, le fait est que sur tous les autres trucs, ils racontent que de la merde. Donc, pour moi, je les relayerai pas et tant pis. Et là, par contre, tu vois, clairement, ça me coûte en vue, clairement. Mais parce que je sais très bien que si je relayais sur le cas très précis, tu vois, un exemple très particulier sur le Spider-Man 3 là, de Marvel Studios, j'ai pas relayé les trucs sur Andrew Garfield et Tobey Maguire. Parce que ça venait à chaque fois de médias trop chelous et sur lesquels j'ai aucune confiance. J'ai pas relayé le truc de Matt Murdock qui serait de retour et tout ça. J'ai un doute sur le fait que ce soit vrai, je suis pas convaincu que ce soit faux. Mais par contre, pour le coup, j'ai vraiment dit non, bah ça, je vais pas en parler. Et je sais très bien, par contre, que ce genre d'actu-là, ça m'aurait fait 100 000 vues facile, vraiment facile. Mais là-dessus, ben, tu t'assois parce que c'est plus important en fait d'avoir une bonne image en fait de ton média, quoi. Peut-on parler de course à l'actu et de concurrence au sein de la presse spécialisée comics? Bah, la course à l'actu, elle existe, oui, de façon factuelle. Tout le monde, il y a tous les médias essayent plus ou moins d'être premiers sur l'info, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui est, bah, ça fait partie de notre société, hein, que ce soit spécialisé ou comment dire, ou général. Hein, voilà, il y a ça clairement. Donc oui. Quand je vois par rapport au partage sur les réseaux que je suis le premier à relayer un truc US quelque part, il y a un peu de dopamine, tu vois, cette adrénaline d'être truc. Après, maintenant, ce qui m'importe, c'est ouais, la réactivité, c'est important. Après, maintenant, être le premier ou pas. J'avoue que parfois, il y a des annonces qui tombent à 23h, je vois que l'un ou l'autre l'a déjà relayé, tout ça. Et en fait, je sais pas, je suis en train de lire, je suis en train de faire autre chose et ça attendra demain parce que c'est ce que je disais avant. Si je continue en fait à jouer ce jeu, je vais perdre en fait parce que aussi par rapport à des sites où il y a 15 personnes dessus ou même ne serait-ce que 5, je peux pas me battre en fait. Moi je peux pas me battre en étant juste avec Corentin, avec des équipes de 12 personnes, ça n'a aucun sens en fait. Ou alors je deviens une machine. Et après, mais le truc c'est que honnêtement, si je continue comme ça, je fais un burn-out dans 6 mois et puis je me tape un cancer dans 3 ans à force d'avoir stressé, quoi. Donc je pense oui que cette course elle existe par contre, que j'y prends part de façon plus ou moins consciente ou pas. Après sur la concurrence, honnêtement, non. Je pense que si on écoute des podcasts que j'ai fait en 2015 où je crois que j'avais parlé de ce sujet-là, même par rapport à Comics Blog quand j'étais pas chez eux, je disais déjà en fait que Comics Blog jouait dans une autre cour, on va dire, parce qu'il y a un impératif économique derrière en fait, parce qu'il faut que des gens soient payés, il faut que moi je puisse payer mon loyer et que je puisse manger des pâtes et peut-être parfois me mettre du parmesan dessus. Et donc il y a des autres impératifs qui n'ont absolument rien à voir avec ce que les équipes bénévoles ont, qui eux en fait
gagnent leur vie avec un autre métier, et donc s'ils ont le temps ou pas de faire des articles, ça n'a aucune conséquence en fait. Moi, il faut quand même que je fasse, même quand j'ai pas envie. Parfois il y a des matins je me lève où je suis fatigué, ou je sais pas, où les trucs m'intéressent pas plus que ça, où Marvel annonce un énième reboot, ou une série ou un film qui avait l'air cool est annulé, ou je sais pas quoi, et voilà, et t'es de mauvaise humeur, et t'as pas forcément envie, mais il faut le faire parce que c'est un taf, et un taf c'est aussi avoir des obligations, des devoirs en fait, et un certain code de conduite. Donc pour moi c'est quand même deux façons de faire qui sont différentes, et ça permet de quelque part de faire coexister aussi différentes façons de faire, différents points de vue, tu vois. MDCU, j'adore leur calendrier de sortie VF, je leur envie vraiment, je trouve que c'est mortel pour ça, vraiment savoir. J'aimerais bien qu'il y ait un truc comme ça sur Comics Blog, donc peut-être à terme, quand on va pouvoir redévelopper les travaux là-dessus, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. J'aimerais bien aussi avoir un forum, tu vois, mais il y en a pas. Alors sur DC Planet, il y en a un, sur Comic Sanctuary, il y a un forum qui est mortel, qui est super bien programmé et tout ça, donc Johan d'ailleurs, bravo pour ce que tu as fait. Et voilà, et chaque média va avoir ses spécificités sur je sais pas, sur YouTube, des comics que tu recevras aussi, synthétise en une vidéo de 15 minutes ce que moi je fais pendant une semaine, tu vois, et c'est dit avec un autre angle, un autre ton. Parfois il parle de trucs que j'ai pas eu le temps de parler, parfois non, tu vois, donc, et c'est d'autres approches différentes, donc tu vois, il y a vraiment plein de façons en fait de consommer, de s'informer, plutôt que de consommer, de s'informer sur cette culture comics. Donc la concurrence, pas vraiment en fait, parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes enjeux derrière. Alors par contre c'est vrai que si j'étais en bénévole par rapport à d'autres trucs bénévoles, ouais, peut-être qu'il y aurait une concurrence un peu plus vénère, parce que du coup on serait vraiment au même niveau, aux mêmes impératifs, tu vois. J'ai pas envie de dire niveau pour dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste deux niveaux différents en fait, c'est juste que c'est différent, et il faut juste le reconnaître, quoi. Mais je me sens en concurrence, hein, avec certains autres médias spécialisés. Puis après, quand je prends du recul et je me dis qu'on n'a pas les mêmes vies, pas les mêmes enjeux et tout ça, je me dis que en fait l'important c'est pas de se focaliser sur les autres. Chacun fait son taf comme il peut le faire, et l'important c'est surtout de faire bien le taf, quoi. Donc forcément ça m'agace un peu quand je vois des collègues, on va dire, qui font pas les choses comme moi je l'entendrais, notamment sur leur relais, surtout de trucs que j'estime vraiment être poubelles. Mais après, j'imagine que ça plaît à des gens, et que si ça marche, c'est que ça marche, quoi. Donc parfois faut être un peu fataliste là-dessus. Alors, j'en ai parlé avec Sullivan et Max Faraday, mais aujourd'hui, la place du comics en France est peu représentative, hein, les fameux 6%. Est-ce que tu penses que le comics souffre d'un mal de représentation ? Ouais, après c'est vrai que les 6%, je les ai aussi relayés parce que c'était les chiffres de l'étude GfK qui a été rendu public au niveau de Angoulême, mais c'est vrai que le classement GfK n'inclut pas non plus tous les comics sensu stricto qui sont publiés en fait dans d'autres rayons, notamment dans le rayon BD de genre, tu vois. Et donc en fait il y a des bandes dessinées qui sortent chez des éditeurs qui sont pas en rayonnage comics selon GfK, mais qui sont quand même sensu stricto des comics. Et en fait, si tu prends en compte toutes ces BD là, que ce soit des titres qui sont par exemple chez Monsieur Toussaint l'ouverture, en fait tu t'aperçois que ces 6% ça peut augmenter jusqu'à 10-12%, hein, grosso modo. Faut faire les calculs. Ce qui n'empêche pas que c'est quand même très petit par rapport à la franco-belge ou même le manga qui explose de plus en plus. Donc oui, il y a un manque de représentation. Alors il y a deux choses, c'est que d'une part, beaucoup encore en 2021 cantonne en fait le comics à la bande dessinée de super-héros, et même si elle est majoritaire à plus de 50% de la production américaine, elle n'est pas la seule, elle n'est pas la totalité, et ça c'est un message qui est très dur à faire passer, clairement. Et le second problème de toute façon par rapport à la représentativité, c'est comment on fait exister en fait du coup toute cette production indépendante par rapport à tout ce qui sort en franco-belge, tout ce qui sort dans tout le reste, parce que il y a une surproduction dans tous les secteurs en fait. On surproduit en comics, on surproduit en franco-belge, on surproduit en manga. Donc vas-y pour faire exister des certaines choses. Et après c'est vrai qu'il y a quelque chose que notamment Max avait dit dans votre interview sur la question du prix, sur l'exemple de la mère de famille qui va dans une librairie, qui prend plutôt un manga à 7€ qu'un album à 15 balles. C'est une réalité. Ça, il faut pas le nier. Je suis moins d'accord sur l'analyse par rapport au kiosque, parce que je pense que les formats de lecture ont quand même changé, et que l'époque du kiosque est sûrement révolue, puisque c'est plus en fait le vecteur principal de nouvelles personnes.
Alors il y a eu les changements de format chez Panini, la crise de Prestalis, l'arrivée du tout cartonné, enfin la démocratisation du tout cartonné avec Urban et tout ça. Donc il y a sûrement un mélange des deux en fait, il y a un mélange clairement d'éducation sur le fait qu'on ne sait pas en fait ce que le comics c'est forcément. Il y a plein de trucs en fait qui sortent, même des adaptations où parfois les gens ignorent complètement que c'est du comics, alors que quand c'est un film Marvel ou DC, ils vont savoir que ça vient d'un truc Ricain, tu vois. The Old Guard, avant que ça sorte sur Netflix, et avant qu'ils en fassent forcément la promotion, qui savait que c'était une BD, tu vois. Je suis pas certain que les gens le savaient forcément. Et donc il y a ce manque d'éducation d'un côté, et puis ce manque aussi d'accessibilité qui est un peu vraiment le nerf de la guerre. Hein. C'est comment rendre le comics accessible en France. Il y a plein d'initiatives qui sont faites chaque année. Moi c'est mon travail au quotidien aussi, c'est d'essayer de le rendre accessible. Alors même si j'ai conscience qu'avec un site spécialisé, je pense que quelqu'un qui a jamais entendu parler de comics aura un petit peu de mal à prendre le train en route. Donc c'est aussi des jeux sur lesquels je suis conscient et j'aimerais bien pouvoir avoir le temps d'y travailler tout simplement. Donc voilà, oui, il y a un manque de représentativité parce que aussi les médias généralistes qui eux ont les canaux si tu veux de communication, ont le public généraliste qui est là, s'en battent les couilles, grosso modo. En tout cas, ils s'y intéressent pas suffisamment pour donner aussi envie à un plus grand public de s'y intéresser. Mais après ça c'est plus de ma responsabilité quoi. Là, ça devient culturel, sociétal à une autre échelle sur laquelle pour l'instant je n'ai aucune influence. Le journaliste Bernard Dagenet a dit un jour « Mieux on connaît sa cible, plus facilement se trouve le média qui convient ». Quel est selon toi le meilleur média pour mettre en avant les comics ? Le meilleur média, c'est Comics Blog, voyons. Non, blague à part, je pense pas qu'il y ait de meilleurs médias en vrai. Et c'est pas une réponse politique ou pour froisser personne, quoi que ce soit, c'est ce que je disais déjà depuis avant. En fait, il faut un maximum de médias puisque justement, en fait, il n'y a pas un public cible des comics en fait, il y a des publics, il y a des lectorats, il y a des gens qui vont être à fond dans le super-héros et toute leur vie, tu vois, il y en a qui vont commencer puis qui vont se rendre compte au bout de 4-5 ans qu'effectivement ça tourne un peu en rond et qui vont aller se tourner vers l'indé. Il y en a qui vont être que vers l'indé mais que sur du roman graphique, enfin sur du one shot on va dire, sur du récit complet, qui aiment pas les séries de long cours. Il y en a qui aiment bien aussi les comics jeunesse ou young adult, tu vois, qui est un tout autre pan de la bande dessinée américaine qu'on a énormément de mal encore à implanter en France. Et donc vu qu'il y a tellement de lectorats différents, justement il faut tout autant de médias différents et différentes approches. Moi personnellement j'en ai deux, du coup c'est l'écrit et l'audio avec le podcast, et donc c'est ceux que j'utilise vraiment comme vecteur. J'avais fait un petit peu de vidéo à l'époque quand on était à Nantes, mais je suis pas fort dans la vidéo, j'ai pas forcément les compétences et l'aisance à vouloir faire ça, donc je préfère le laisser à ceux qui le font. Mais voilà, mais il faut aussi sur Instagram ou sur TikTok même, tu vois. Moi je suis déjà un boomer par rapport à TikTok, tu vois, mais je pense qu'il y a sûrement c'était quand même on s'aperçoit que c'est quand même des vecteurs de communication avec l'influencing et tout ça, qui sont des vrais vecteurs de transformation. J'ai pas envie de parler de transformation d'un point de vue purement monétaire, tout ça, mais je pense que qu'un influenceur très 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 suivi et tout ça, s'il te parle d'une BD, peut te doper ses ventes de ouf, tu vois. Vraiment, je sais pas si McFly et Carlito te disent lisez les Tortues Ninja de iComics, je pense que ça fait décoller leurs ventes. Je pense que t'as ou les Valiantes de chez Bliss ou n'importe quel titre indé obscur, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment des conséquences là-dessus. Mais voilà, il n'y a pas de meilleurs médias. Par contre, je pense qu'il en faut un maximum, mais il faut un maximum de médias de qualité aussi, quoi. Parce que je vise vraiment personne, tu vois, et même moi je trouve pas ça forcément intéressant quand on le fait dans le podcast, tu vois, mais juste donner des avis, ça suffit pas pour attirer des gens. Faut essayer vraiment de trouver des façons de parler de cette culture, voilà, toujours avec ces histoires de contexte, de prise en main, d'accompagnement en fait, qui doit pas se limiter. C'est ce que je reproche un peu plus au côté influenceur en général, c'est de se cantonner à juste dire j'ai lu cette BD, c'était bien, achetez ou lisez, tu vois. Ça permet pas de développer forcément une discussion ou un échange ou un regard critique. Donc après je dis pas, sur Twitter je fais un thread où je lis juste une BD que j'ai lue par jour, et là c'est complètement ce que je fais. Donc mais après je fais d'autres choses à côté qui me permettent de faire s'allier mes différentes contradictions et mes différents points de vue sur cette culture. On va parler un petit peu de télévision et cinéma. Selon toi, pourquoi aujourd'hui il n'existe pas d'émissions telles que Game One dédiées aux jeux vidéo, mais
porté sur les comics dans les médias traditionnels. Bah, ouais, pourtant sur Game One, il y avait une émission, il y avait justement, je crois que c'était MDCU qui faisait la sélection comics ou la minute comics, il y avait quelque chose comme ça. Non, c'était sur No Life, pardon, c'était pas sur Game One. C'était sur No Life. Et alors du coup, bah, tout simplement parce que franchement, je vais être pragmatique, hein, c'est trop un secteur de niche et il n'y a pas d'argent pour financer en fait un tel média. Je sais d'expérience que c'est déjà compliqué de financer un média web, qui est pas non plus le truc le plus lourd à financer. T'as bien vu que pour la presse, Comic Box, au final, ça a pas pu se maintenir. Alors pour plein de raisons, hein, bien entendu, mais ça ne s'est pas maintenu. Je veux dire que dans la presse spécialisée, tu vois bien que en dehors du comics, il y a plein d'autres journaux qui doivent fermer parce que la presse est en crise, la presse papier est en crise de façon plus générale. Et surtout sur des médias web, le truc c'est que tant qu'on est dans la gratuité du contenu et qu'on passe pas par l'abonnement, bah qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, si c'est gratuit et qu'il n'y a pas de sous derrière, il n'y a pas vraiment de choix. Soit c'est de l'affiche publicitaire, mais il n'y a pas beaucoup de sous parce que les éditeurs, en tout cas, et trucs, ont pas forcément d'énormes budgets. Et l'abonnement, ben il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir s'abonner parce qu'effectivement, bah, sur la culture ricaine, notamment tout ce qui est ciné-adaptation, bah, ils trouveront forcément le même article gratos quelque part ailleurs. Donc après, il faut trouver de justifier pourquoi. C'est ce que Gamecult a réussi à faire avec bah, voilà, des moyens, une équipe et une équipe surtout qui peut apporter des longs formats et tout ça. On a hésité, enfin moi j'avais pensé hein, à vouloir faire une sorte d'accès premium où tous les articles de fond qu'on ferait seraient moyennant 1 euro, 2 euros, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est viable parce que ça reste trop petit quoi. Alors du coup c'est ce qu'on a fait avec First Print, le podcast que l'on fait financer par la communauté. Il y a eu un bon accueil pour le lancement. Ça se maintient encore à un certain niveau. Bon voilà on fait 15 émissions par mois et pour l'instant on garde ça gratos quoi parce qu'on veut que ce soit accessible tout simplement, on veut pas créer de barrières mais ça aussi c'est un réel coût en termes d'investissement de temps et de travail. Bah, ce qu'on touche dessus pour l'instant, c'est pas assez par rapport au temps que j'y passe, mais au moins ça permet d'essayer de montrer que c'est quand même faisable, mais que voilà, les contenus gratos sur Internet ont un coût. Et ça, je pense ça viendra peut-être avec les changements de mentalité. Mais tant qu'il n'y aura pas cette dynamique qui est prise en compte, ça empêche encore plus de pouvoir essayer d'avoir des médias qui seraient autofinancés, quoi. Mais ouais, franchement, je répète, hein, mais pragmatiquement, il n'y a pas de thunes. Il n'y a vraiment pas de thunes. Il n'y a pas assez de thunes pour pouvoir avoir une chaîne de télé. Enfin, déjà, une émission de télé régulière consacrée aux comics, ce serait bien. J'ai même pas le souvenir qu'il y en ait forcément. Je pense qu'il y a il y a des médias web, il y a des chaînes YouTube et tout ça sur la vidéo. Mais sur la télévision, ça les intéresse pas, je sais pas. Voilà, il y a Robert Kirkman qui arrive pour parler de Walking Dead, ça fera un sujet, tu vois, mais pour parler au jour le jour, je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui seraient prêts à payer pour ça. Après, hein, s'il y a des grands médias qui veulent une chronique de 3 minutes pour leur émission de télé sur les comics, il y a des gens qui sont qualifiés pour le faire, quoi. Je pense même pas qu'à moi, hein. Il y a plein de gens que vous pouvez suivre sur le web et dans de la presse papier qui le font, quoi. Dernièrement, on a vu beaucoup d'acteurs et de réalisateurs dénigrer les films adaptés de comics. Selon toi, ces films et ces séries sont-ils un bienfait pour les comics ? Ouais, alors j'ai pas trop vu ces dénigrements dont tu me parles, mais moi je pense que oui, il y a un bienfait, hein. Il y a un bienfait qui est indéniable, parce que ça permet quand même, hélas pas tout le temps, mais ça permet quand même d'attirer des lecteurs. On l'a vu avec des séries comme The Boys, comme Umbrella Academy, comme The Old Guard, alors peut-être moins en France, mais en tout cas aux États-Unis, ouais, clairement. Que voilà, c'est surtout en fait les séries c'est marrant, hein, ces dernières années, c'est vraiment les séries sur les plateformes de streaming qui sont les plus gros vecteurs en fait de conversion en termes de lectorat. Les films beaucoup moins, les films de super-héros ne transforment pas les gens en lecteurs de comics. Il y a même des gens qui se disent fans de tel ou tel univers en ayant regardé simplement en fait des films et des séries et sans forcément aller regarder les bandes dessinées. Donc moi je pense que c'est un bienfait général, tu vois. J'aimerais que ce soit mieux. J'aimerais que les films soient, j'aimerais bien que les films et les séries soient généralement mieux parce qu'il y a quand même pas mal de choses à en redire. Mais honnêtement, s'il n'y avait pas ça, quel autre vecteur tu trouverais pour essayer juste de rappeler que les bandes dessinées existent, quoi, en vrai. Je pense que
je dirais le mal nécessaire, tu vois, parce que tout n'est pas bien. Et puis quand quand t'es lecteur ou lectrice de comics et que tu regardes certaines adaptations, bah, t'as envie de te flinguer, puisque même s'il y a une part évidente de trahison dans toute adaptation, parfois c'est pas juste de la trahison, quoi. On a pris la BD, on s'est torché avec, et après on a couché ça sur pellicule, quoi, grosso modo. Donc voilà, parfois c'est un mal un petit peu nécessaire, quoi. Mais pareil, il faut différents vecteurs pour essayer de ramener au support originel. Moi, ce qui me désole un petit peu, c'est simplement qu'on parle jamais assez des supports originels. Est-ce que les univers apportés par les comics au cinéma ne seraient pas un nouvel âge d'or pour eux, un âge d'or 2.0 ? Bah ouais, c'est des films qui brassent des millions de dollars et des millions de personnes, et en plus encore plus maintenant avec la nouvelle guerre des contenus qui se trame sur, on va dire sur les plateformes de streaming, pardon, sur les séries et tout ça. L'âge d'or, je pense que là, je sais pas, hein, franchement je suis pas devin, donc parce que j'aurais envie de dire que l'âge d'or on l'a presque connu. Déjà c'est la première grande Infinity Saga de Marvel Studios quand même, avec l'apothéose Infinity War Endgame. Donc maintenant j'attends de voir en fait si ça va pouvoir se renouveler en fait. Et le truc c'est que toute l'industrie est complètement niquée par le coronavirus, hein. Il y a eu des pauses de production dans les sphères télé, ciné, mais aussi même au niveau du papier, ça a eu d'importantes répercussions. Et il y a des gros changements qui sont en train de se faire, même sur la façon dont la BD américaine est lue aux États-Unis. Donc, ouais, j'ai pas envie de dire que l'âge d'or est déjà fini, parce que ça c'est ce que les gens parlent de la super-héros fatigue ou je sais pas quoi, et au final on a vu que tous les derniers films quand même avant la crise du coronavirus faisaient plus d'argent à chaque fois, donc clairement c'est que les gens ne se lassaient pas, quoi. Sinon ils n'iraient pas les voir. Il y a même pas mal d'autres trucs qui apparaissent, quoi. Au final il y a des projets avec les qualités ou les défauts qu'ils ont, tu vois, mais comme un Brightburn, tu vois, qui moi je trouvais était un bon essai dans l'horreur sur le mythe de Superman. C'était pas un énorme film, mais c'était quand même intéressant de voir ça. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se développent. Berserker, c'est quand même assez mortel de voir ce qui se passe avec ce comic book coécrit par Keanu Reeves, qui devient un film et une série d'animation via Netflix. Ça a très certainement été pensé dès le départ comme ça au final, mais c'est quand même chouette que les choses se fassent, même si je trouve que le premier numéro est pas ouf et que ce sera sûrement un peu de la saucisse, mais je dis jamais non à un petit barbecue de temps en temps, donc il n'y a pas de problème non plus. Donc, ouais, à voir. Enfin, c'est toujours, par contre, les comics servent toujours autant de support pour les adaptations aujourd'hui, c'est vrai, parce que tous les mois, toutes les semaines, parfois même, il y aura des annonces de projets qui seront mis en développement sur des personnages de licence ou sur des créations indé. Legendary notamment, qui s'est payé les droits de Brian Kevough, de Jeff Lemire et tout ça, du Matt Kindt aussi, je crois. Il y a vraiment plein de comics qui sont en cours de développement. Et je pense que les plateformes de streaming vont vraiment apporter quelque chose et on va le voir là d'ici les prochaines années. J'ai peut-être un espoir aussi sur l'animation, tu vois, avec Invincible qui vient de démarrer et tout, de voir d'autres projets se lancer. Donc il y a sûrement une nouvelle bulle qui est en train de se créer avec ce changement de paradigme un peu qu'on a un peu dans les modes de visionnage et de consommation que le streaming a apporté depuis quelques années. On va parler un peu d'un média équivalent à la radio. Est-ce que tu peux nous parler notamment de ton podcast First Print et pourquoi avoir choisi ce format pour communiquer autour des comics ? Alors le podcast, ouais, moi ça fait aussi depuis 2014 que j'en fais, donc depuis DC Planète en fait. Ça a toujours été... je t'avoue que je crois que les premières émissions, j'étais un peu intimidé et tout, et je sais pas en fait à quel moment c'est venu forcément cette façon d'occuper l'audio dans la façon de parler. Après j'aime bien, pareil dans ma thèse aussi, dans mon master, j'ai fait plein de présentations orales où à chaque fois c'était un vrai kiff parce que j'étais vraiment bon là-dedans tout simplement, et je me faisais plaisir. Donc je pense que c'est parti de là sûrement le fait de pouvoir continuer à prolonger. Puis ce qui est bien, c'est que quand tu sais quoi dire, quand tu sais parler, quand tu sais t'exprimer, et contrairement par exemple à un travail de vidéo qui demande du montage et tout ça, parce que, enfin, tu peux aussi faire du face cam et tout ça, il y a pas de souci, mais je pense que, enfin moi je regarde pas des vidéos de personnes qui parlent, en fait, juste comme ça devant une caméra. Si je regarde un truc comme ça, en fait, j'écoute et puis je fais quelque chose à côté, tu vois, parce que je vois pas trop d'intérêt, donc vu que la vidéo apporte pas d'éléments d'informations supplémentaires, sauf à la limite si tu veux montrer des planches ou des albums et tout ça, donc
Voilà, mais enfin, moi j'ai choisi la voie parce qu'en fait à l'époque c'est comme ça que DC Planet l'avait lancé, puis qu'à force de pratiquer, bah ouais, c'était quelque chose qui me plaisait, qui était en accord avec ce que j'aime faire quand je communique sur cette pop culture. Et du coup, First Print, en fait, c'est simplement. Donc voilà, moi j'ai fait du podcast pendant donc 4 ans, 3 ans du coup sur DC Planet. Après, je les ai continués avec Comics Blog, et depuis 2018, depuis que j'étais sur Paris, ben, on les faisait en duo avec Corentin. Et grosso modo, quand Comics Blog a dû fermer, ouais, moi j'ai eu un vrai déclic sur le fait que j'avais passé énormément de temps pour ce site. Avec énormément d'articles écrits, mais aussi énormément d'heures de podcasts enregistrés, et puis pas juste des podcasts où on est à deux et on cause ensemble, tu vois, mais aussi avec des invités, avec des éditeurs, des artistes, vraiment des émissions et tout ça, et je me suis juste dit, bah putain, j'ai donné tout ce temps, j'ai produit tout ça, et bah ça disparaît en fait, parce que ça ne m'appartenait pas. Et même si je savais qu'il y avait sûrement moyen que le site puisse repartir avec Pubble à ce moment-là, simplement que le jour où voilà, on a dû arrêter, j'ai dit à Corentin, j'ai fait mec, le podcast on sait le faire, on est bon, on a développé plein de formats qu'on va pouvoir reconduire et tout ça, on va continuer ça, mais viens on le fait en indé. Et comme ça, au moins on a le contrôle sur un truc qui nous appartient, et que même quoi qu'il se passe dans nos vies, que Comics Blog continue ou pas, que je sois recruté ailleurs ou pas, que je décide de devenir cuisinier, pourquoi pas, même si je suis un piètre cuisinier à l'heure actuelle, et ben il restera toujours un truc qu'on peut faire ensemble, et sur lequel voilà, enfin, je sais que c'est Comics Discovery qui me l'avait dit, notamment quand j'étais allé dans leur émission, qui nous avait chambré sur le fait que dès la lancée, on mette la tagline podcast comics de référence et tout ça. Encore une fois, si je me suis permis cette tagline, c'est pas du tout par souci d'ego, je sais pas quoi, mais on a fait ça, j'ai fait ça pendant du coup 7 ans avant de le lancer en professionnel vraiment et autofinancé. Et donc j'estime que les faits parlent pour nous en fait. Vous avez je sais pas combien d'heures et de combien d'épisodes de disponibles. Et puis voilà, donc après ça reste juste une tagline quoi. C'est aussi un outil de marketing, parce que forcément quand tu te lances, faut vendre ton produit un minimum quoi. Et on n'allait pas faire bon First Print c'est votre podcast comics pas ouf, mais vas-y jette un œil quand même, peut-être que ça te plaira. Non voilà, faut trouver le truc. Donc voilà. Ouais, donc voilà, c'était juste la continuité vraiment d'un taf qu'on mène depuis pas mal d'années avec Corentin. On a une bonne dynamique de duo et d'équipe quoi, quelque part. On est devenus des personnages un petit peu pour celles et ceux qui nous écoutent vraiment assidûment. Et puis voilà, en l'espace de 6 mois là, du coup, il y a plus d'une centaine de podcasts qui sont en ligne, avec une cinquantaine d'invités différents, vraiment plein d'angles différents par lesquels aborder cette culture. Donc autant on fait de la revue d'actu et des chroniques, qui est un petit peu le pendant audio, mais plus développé de ce que je fais sur Comics Blog. Autant tu as des formats comme les omnibus, vraiment qui sont des explorations thématiques en fait de quelque chose par différents points de vue. Les Super Friends, on reçoit des artistes, des éditrices, des traductrices, des illustrateurs et tout ça pour parler de leur boulot et tout ça, et présenter en fait leurs travaux. Et puis aussi The Pulse, qui est un petit podcast que je tiens à part, qui est là pour parler du journalisme culturel, d'essayer vraiment d'avoir du recul sur cette profession, et d'essayer d'un peu juste de faire ce qu'on fait un peu dans cette vidéo, d'expliquer en fait c'est quoi ce métier, quels sont les enjeux, quels sont les tenants et aboutissants. Et donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui permettent vraiment de véhiculer toute partie de la pop culture avec plein d'angles différents. Donc je pense honnêtement que si des gens qui te regardent connaissent pas et sont pas réfractaires au podcast, qu'il y aura très certainement quand même l'une ou l'autre émission qui devrait leur plaire et leur parler quoi. Arnaud, dernière question, selon toi, quel est l'avenir des comics au sein des médias ? Ah, il sera radieux j'espère. Pareil, je suis pas Madame Irma. Donc c'est vrai que c'est une question un petit peu difficile. Je pense qu'il va y avoir des changements. Je pense qu'on pourra refaire cette vidéo dans 5 ans déjà, tu vois, et voir qu'est-ce qui a changé en 5 ans. Je pense qu'il y a des vraies transformations qui sont en train de se faire aux États-Unis, parce que depuis 2020, c'est quand même l'album, le TPB, qui est devenu la première source de revenus, grosso modo, sur le chiffre de l'industrie qui fait 1 milliard à chaque fois. C'est la première fois en 2020 que l'album est passé au-dessus des single issues. Donc il y a des vrais changements sur le single issues. Je pense pas qu'il va disparaître,
Mais je pense vraiment qu'il y a moyen que ça se réduise quand même de façon significative, d'autant plus si certains éditeurs comme Marvel, pour pas les citer, changent pas du tout leur stratégie éditoriale à force de relaunch et de couverture variante par 12, par pelletée de 12. En fonction de voir si les adaptations prennent ou pas, ou finissent par se réduire un peu, je pense que ça aura aussi peut-être un impact sur la façon dont les comics sont perçus. Après, on arrive aussi au bout d'un cycle, hein, franchement, parce que Comics Blog, DC Planet et tout ça, c'est des sites qui sont nés il y a 10 ans. Donc là, il y a un premier cycle d'une décennie qui est passé. Je pense que là, il y a de nouveaux créneaux de communication qui existent, des nouveaux médias qui s'opèrent. Donc j'ai quand même espoir que... Je pense que de plus en plus de gens arrivent à en parler de façon... Même YouTube, tu vois. Je pense qu'il y a 10 ans, le paysage YouTube comics, c'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de personnes qui en parlaient. Donc c'est bien, quelque part. Enfin, ça montre qu'il y a aussi des gens qui s'y sont intéressés et qui ont envie de communiquer dessus. Donc je peux pas te dire de quoi ça va être fait. Je pense que j'ai peur qu'il y ait vraiment une réduction sur le comics mainstream et que le comics indé arrive pas forcément à percer à sa juste valeur. Ça vraiment, c'est un peu ce qui me fait flipper. Mais j'ai bon espoir notamment les adaptations de comics indé puissent continuer à essayer d'attirer l'attention un peu plus sur ces belles bandes dessinées, quoi. Et après, on a tous des rôles à jouer là-dedans, hein. Moi, c'est mon rôle de continuer à mettre en avant les bonnes BD, alors avec notre regard bien entendu, hein. Une bonne BD selon moi sera pas forcément une bonne BD selon d'autres, mais voilà, je pense qu'il y a ça qui est important de montrer que le comic book est ouvert à tout le monde, et ce, quelles que soient les personnes. On parle quand même d'une culture qui s'est forgée sur des personnes qui avaient fui le nazisme, donc ça découle de ça pour les super-héros, et que voilà, il y a toujours eu des valeurs de s'ouvrir aux autres, et qu'il faut arrêter avec vraiment cette forme d'élitisme parfois ou de conservatisme qui est là pour fermer la porte à d'autres lectorats, parce que je te le dis déjà avant, mais il y a plein de lectorats différents dans les comics, donc il faut des comics tout simplement pour tout le monde. Et donc voilà, on aura tous, en tant que média, en tant que lecteur, en tant que libraire, en tant qu'influenceur, en tant qu'éditeur, et tout ça au féminin aussi, on aura tous notre rôle à jouer dans la façon dont on fait vivre cette culture, quoi. Donc l'important, c'est de bien en parler, quoi, et de montrer que c'est quelque chose qui est chouette à partager. Arnaud, merci beaucoup pour ta participation. Je te laisse conclure avec le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, je vais singer Cédric le commis en disant lisez, 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 quoi. Grosso modo, c'est un peu son credo et il a raison là-dessus, clairement. Mais surtout, non, alors ma paroisse, c'est ayez conscience qu'il y a des personnes qui bossent, en tout cas en ce qui me concerne, que voilà, que ce que je fais c'est un vrai boulot et que ça a il y a plein de paramètres à prendre en compte dans le résultat que vous voyez après seulement d'un seul côté, qui est juste un site d'un côté ou un podcast d'un podcast de l'autre. J'ai envie juste de sensibiliser les gens sur la qualité de l'information. Relayez pas les scoopers, les clickbaiters, vraiment. Essayez d'accompagner en fait les comics avec leur temporalité, d'essayer simplement de mettre les comics en avant, même si c'est cool les adaptations et tout ça. Essayez de donner un peu de place, un peu de temps dans vos loisirs. À la bande dessinée, il y a plein de gens qui sont sur dispo. En plus de nous, il y a plein de gens disponibles sur internet pour en parler. Donc voilà, l'idée c'est simplement de s'ouvrir au maximum de gens. Alors bien sûr, si vous écoutez First Print et tout, ça me fera particulièrement plaisir, parce que c'est un podcast qui en a besoin. Je suis assez certain qu'il y a quelque chose qui pourra vous intéresser, avec tous les invités qu'on soit et tout ce qu'on fait de différent et tout. Je pense qu'il y a vraiment certainement une émission qui pourra vous plaire, quoi. Et voilà, sinon continuez de vivre votre passion et essayez d'en faire profiter le maximum avec toi, avec d'autres chaînes, avec d'autres podcasts, avec d'autres sites, voilà. Mais surtout, privilégiez les gens qui font du bon travail, quoi, quand vous arrivez à percevoir que c'est du bon travail. Voilà.